La bibliophilie, ce n'est pas seulement l'amour du beau livre, ni une passion qui peut devenir dévorante. C'est aussi une sorte de baromètre, non pas pour mesurer le temps qu'il fait, encore que, mais pour apprécier la place exacte qu'occupe un écrivain, célèbre ou méconnu, dans l'histoire des lettres. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 12 avril 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un court passage de la Bibliophilie, une sanction, de Jean-Baptiste Barognan. Jean-Baptiste Barognan, qui pendant 30 ans a rédigé une chronique sur la bibliophilie dans le magazine littéraire. Mais avant, je voudrais répondre à une remarque qu'on m'a fait sur YouTube concernant une de mes vidéos, celle de Jean-Paul Sartre. Alors, vous voyez, j'ai écrit un petit texte ce matin que je vous lis à l'instant. Je ne sais pas à quel moment de ma vie de lecteur j'ai renoncé à établir des catégories intellectuelles. Comment j'en suis venu à mélanger Saint-Augustin et le Marquis de Sade, Nietzsche et Teilhard de Chardin. Ici, les coupures sont nettes, rassurantes. Du premier qui bat sa coulpe d'avoir connu des nuits torrides et du second qui se languit dans sa cellule de n'en plus connaître. Ou de cet autre qui autopsie le corps de Dieu, et de cet autre qui pense que l'évolution n'a que pour achèvement le corps cosmique du Christ. Ici, les catégories sont nettes, tranchantes, apaisantes, ou bien, ou bien. On va maintenant complexifier un peu le jeu, avec un exemple. Camus et Sartre. Dans le duo existentialiste, ça commence à se corser. Ou bien on est camusien, comme Onfray, ou bien sartrien comme, je sais pas, il n'y a pas de nom qui me vient à l'esprit. L'époque n'est pas au sartrien, visiblement. Mais de loin, disons pour un esprit sectaire, un esprit religieux, disons, un esprit intégriste même, Sartre et Camus sont comme deux scorpions dans la même bouteille. Athée, pessimiste, négatif, etc. Et, risquons ici l'hypothèse, et si Sartre et Camus n'avaient cessé, malgré leurs différences et leurs ruptures, de communiquer par texte interposé, qu'ils étaient, pour chacun d'entre eux, le lecteur idéal. De même, avec Raymond Aron, et malgré leurs différences, les deux vieux compagnons se sont retrouvés, à leur fin de leur vie, défendant une cause commune, celle des boat people, au déplaisir de leurs disciples respectifs. Et visiblement, les deux camarades n'ont pas boudé leur plaisir, celui de ne pas être où on croyait les trouver. C'est le début aujourd'hui que je fais d'une réponse à ce commentateur, à ce commentaire fait sur YouTube de l'une de mes lectures, celle de Sartre, où je tente simplement d'expliquer à monsieur le misanthrope que du point de vue où je me place, c'est-à-dire celui du lecteur consentant, j'ai renoncé à la cohésion intellectuelle du ou bien, pour relier comme religion et reliure. Que l'effort entrepris dans ma modeste existence relevait aux forfanteries de la plus haute exigence, celle de la praxis. Que mes pensées et ma parole soient en accord avec mes actes. Que cette exigence la plus terrible ne me laissait plus guère d'espace intellectuel pour rétablir des catégories. Et je ne suis pas loin de penser qu'à mesure que nous nous développons, plus grande est la tentation de nous scinder, de scinder dans la quotidienneté ces paroles de ces actes, que finalement, bien installé dans sa caverne, qu'on finirait par acheminer l'Internet à haute vitesse et que l'on jugerait la marche de l'espèce humaine comme le ferait un petit Dieu dédaigneux établissant des hiérarchies.
De même, nous avons connu des gens qui ne lisaient pas, mais dont l'excellence de la pensée était en parfaite adéquation avec leurs actes et leur mode de vie. Aussi, d'autres, extrêmement sophistiqués, se révélaient être des personnages peu fréquentables, et plus haute est la pensée, et plus risqué est le découplage entre la parole et les actes. C'est la menace qui place sur nous, gens de livres, que gens de mots, soyons également des gens de peu de paroles. Dans une de ses pertinentes chroniques, Marcel Aimé prenait pour un fait que les belles bibliothèques se trouvent plus facilement chez un marchand de cochons que chez un artiste. Bien entendu, il exagérait, comme souvent il aimait le faire quand il tenait à marquer les esprits ou à dénoncer le confort intellectuel, mais peut-être pas autant qu'on serait tenté de le croire de prime abord. Depuis de nombreuses années, j'ai pour ma part toujours été frappé par le peu d'intérêt que la très grande majorité des hommes de lettres accordent aux beaux livres et d'une manière plus générale à la bibliophilie. C'est à peine, oui, à peine, s'ils savent ce que le mot signifie, à peine s'ils soupçonnent ce qu'il recouvre et à plus forte raison ce qu'il cache. Et c'est à peine s'ils sont sensibles à la qualité d'une mise en page, à la beauté d'une impression typographique, à l'élégance d'un papier filigrané, au charme d'une illustration en noir et blanc ou en couleur. Le bibliophile, il est vrai, passe le plus souvent pour une bête curieuse, un individu plutôt bizarre, un tantinet mystérieux, ni tout à fait maniaque, ni tout à fait sage. Pour un peu, il serait de la race interlope des tire-laines, insaisissables, toujours imprévisibles, toujours à préparer un mauvais coup, à ourdir une méchante conspiration, ou plus simplement de la famille des savants lunatiques, genre professeur Tournesol. Comme d'habitude, il ne parle pas non plus comme tout le monde. Dans sa bouche, le chagrin constitue une agréable variété de peau. La garde n'a jamais rien de militaire ni davantage de médical. L'envoi ne ressortit pas plus à la poste, fût-elle restante, qu'à la poésie, fût-elle allégorique. Et que dire des coiffes ou des plats qui ne sont chez lui ni des chapeaux, ni des pièces de vaisselle, ou des suites qui ne sont ni des cortèges, ni des séries, ni des successions, ni des continuations, ni des résultats, ni des appartements dans les hôtels de luxe. Mais quel est le but de cette passion qui peut devenir dévorante, qui peut même conduire au pire excès? Qu'est-ce qui pousse l'auteur, l'amateur à préférer Madame Bovary dans son édition Princeps, alors que tant de gens se contentent de lire le roman de Gustave Flaubert en livre de poche? Qu'est-ce qui pousse à débourser une grosse somme d'argent afin de se procurer un texte qu'il pourrait aisément dégoter par ailleurs pour un prix presque dérisoire? J'ai le sentiment que le bibliophile est conscient de la vanité des choses, conscient que sa course infinie contre les livres introuvables, tient lieu d'exorcisme. Et c'est là, me semble-t-il, l'étonnant, le fascinant paradoxe du rôle modeste mais nécessaire qu'il joue dans la société, de sa présence constante et assidue dans les librairies, les foires et les salons spécialisés, les ventes publiques, ces carrefours de convoitise et de haine mutuelle, ces hauts lieux de déboire et de lutte fratricide, de désirs contrariés et les jours de baraka, de divines surprises. Comme si le bibliophile était, au premier chef, le gardien, le gardeur du savoir du monde, comme s'il s'était fixé la mission de recueillir tout ce savoir, de le protéger et au besoin de le transmettre par le biais d'une donation ou d'un legs, et comme s'il possédait la formule du bonheur, ou tout le moins comme s'il était capable de certains miracles, pour reprendre les mots de Léo Larguier, trouver ce qui semblait à jamais perdu et faire revivre ce qu'on croyait
mort. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était la bibliophilie, une sanction de Jean-Baptiste Barognan et une réponse à ce commentaire qu'on m'a fait sur YouTube sur cette capacité que j'ai de tout mélanger. Heureusement que je bois pas, hein, je mélangerais toutes sortes d'alcool. Mais mélanger de l'eau avec de l'eau, ben ça reste encore de l'eau. Alors, si mes vidéos vous plaisent, ben écoutez, vous pouvez vous y abonner à ma chaîne, hein, YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un camarade Facebook, une camarade Facebook. Même j'invite le misanthrope à devenir un camarade. Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie, je ne suis pas un misanthrope, dans le 514-736-0999. Et vous pouvez même venir me rencontrer dans cette librairie, le livre voyageur. Ça me ferait plaisir. Allez, bonne journée. Ah oui, dans le quartier de Côte-des-Neiges. Merci, bonne journée. Et bonne chance aux étudiants, ils vont en avoir bien besoin, là. Charest monte dans les sondages, hein? Ouais. Fort avec les faibles, faible avec les forts. Merci, bonne journée.